Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'amour. Il y a quelques jours c'était la Saint-Valentin et évidemment, alors on a entendu parler d'amour sur sur tous les canaux, mais quand on parle d'amour, ben, on n'est pas sûr de parler tous de la même chose. Les Grecs avaient défini 10 formes d'amour différentes. Un petit peu comme, vous savez, en langue inuit, je crois, ben, ils ont je ne sais pas combien de mots pour définir la neige en fonction de ses caractéristiques, alors que nous, en gros, on en a deux, hein, la neige et la poudreuse. Et alors que, voilà, quand on parle d'amour, c'est un sentiment, donc vous voyez, ça peut être extrêmement complexe. Et je pense que de revenir un petit peu à ces racines-là, ces racines grecques, alors c'est pas la seule comment dire culture hein, qui a défini plusieurs formes d'amour, mais aujourd'hui on va s'intéresser à leur définition à eux. Je crois que c'est intéressant. Et puis en fin de vidéo, je vous donnerai aussi un petit outil pour vous aider à vous assurer que vous et votre ou vos partenaires êtes un peu sur la même longueur d'onde, ou au moins sur des longueurs d'onde qui peuvent se connecter. Parce que si vous nourrissez une certaine forme d'amour, ou enfin dire voilà, pour quelqu'un et qui nourrit lui ou elle quelque chose qui est complètement en contradiction avec cette forme d'amour-là, malheureusement, ben, vous prenez le risque de la souffrance. Alors il y aura forcément au moins l'un des deux qui va souffrir, si ce n'est les deux. Et l'amour, ben, normalement ça devrait pas faire souffrir, enfin le moins possible. Mais avant ça, générique. Donc revenons à cette histoire donc dans la Grèce antique et de ces 10 formes d'amour. Alors il n'y a pas de gradation en fait dans voilà, ces 10 formes différentes, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, etc. Et elles vont nous aider à définir ce que nous on ressent pour quelqu'un, en sachant que c'est très rare aussi, et vous verrez avec l'outil que je vous ai préparé, dont on parlera en fin de vidéo, c'est très rare de comment dire, de ressentir une seule forme d'amour pour quelqu'un. Souvent, ce sont plusieurs formes d'amour qui sont mélangées et qui donnent, finalement, qui colorent ce sentiment particulier qu'on a envers une personne en particulier. Alors la première forme d'amour, enfin la première, mais comme je vous le disais, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est un ordre totalement aléatoire. Alors, quand je vais vous donner son nom, vous allez comprendre immédiatement de quoi ça parle. Alors, les Grecs anciens donc l'appelaient porneia. Alors, j'ai mes petites notes là, hein, voilà. Porneia, c'est le mot qui a donné évidemment son nom à tout ce qui est pornographie, etc. Et donc là, on va parler d'une attirance physique, mais totalement primitive, où finalement, l'autre, en tant que sujet, n'existe pas. En fait, on va consommer, dans la relation, on va consommer ce qu'il va nous donner en termes de plaisir physique, mais sans s'intéresser du tout à la personnalité la personnalité en fait. Donc du coup, l'autre n'est finalement pas vraiment un sujet, mais un objet de désir. Donc ça, c'était porneia, c'est, on va dire, une forme d'amour. La deuxième que je voudrais évoquer avec vous, c'est potos. Potos, ça va définir le besoin de l'autre. Et souvent, ça se traduit par une forme de manque. Vous voyez, tout ce qui est dépendance affective se nourrit de cette forme d'amour qu'on nomme potos. Donc, c'est assez intéressant de savoir si ce qu'on éprouve pour quelqu'un, dans ce qu'on éprouve pour quelqu'un, il y a cette forme d'amour-là, parce que si ce quelqu'un en question s'en va, malheureusement, on peut être dans une comment dire, dans une période de dépendance affective qui est extrêmement préjudiciable et qui peut nous faire souffrir. Donc ça, c'est la deuxième forme d'amour. La troisième, c'est mania pathé. Mania pathé, c'est la passion dévorante. Vous voyez, donc là, on est sur des obsessions, sur des folies amoureuses, sur
sur des choses en fait qui sont totalement, comment dire, irrépressibles. On est sur des intensités émotionnelles tellement hautes on peut en perdre le goût de vivre, on peut en perdre le goût pour des activités qu'on aime faire soi-même. Enfin voilà, donc mania, pâté, mania comme maniaque finalement, et pâté comme pathologie. En fait, c'est cette forme d'amour qui fait que cette fois-ci, finalement, ce n'est pas qu'on refuse la condition de sujet à l'autre, comme dans Porneia, mais on se refuse soi-même la condition de sujet, et finalement, on devient un objet de la relation. C'est-à-dire que, donc ça, c'est aussi très intéressant de savoir dans quelle mesure on nourrit cette forme d'amour pour quelqu'un, parce que malheureusement, eh bien, ça peut nous rendre extrêmement malades et nous faire beaucoup souffrir. La quatrième forme d'amour que tout le monde connaît, c'est Eros, et donc c'est cette forme qui combine le désir et la passion. Donc on est sur un élan de passion, un élan érotique en fait envers quelqu'un, mais sans lui dénier vous voyez que Pornéa, on lui déniait sa condition de sujet. Là généralement, on ne lui dénie pas cette condition de sujet. D'ailleurs, en fait, on peut éprouver de l'éros pour quelqu'un en dehors du champ du physique en fait. Alors parce qu'on peut être que sur le désir, sans forcément qu'il y ait de passage à l'acte. Donc c'est vraiment l'attirance physique intense pour quelqu'un, mais vraiment qui n'est pas forcément liée uniquement au physique. On peut très bien être attiré physiquement pour quelqu'un qu'objectivement, on ne trouve pas extrêmement beau, etc. Parce que cette personne nous impressionne par sa culture, par son courage, par plein d'autres choses en fait. Donc on peut nourrir des désirs érotiques envers quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un qu'on trouve... Voilà, on peut même nourrir de désirs érotiques... avoir un désir érotique pour quelqu'un qui n'est plus là. Je veux dire, donc ça c'est... On n'est pas sur le pornéia où je te possède, quoi. Enfin, on n'est pas que là-dessus. Dans Eros aussi, il y a possiblement une perte de contrôle. Donc si on est sur du mania pathé Eros, alors là on est vraiment dans quelque chose de très très compliqué d'un point de vue émotionnel, et on prend un vrai risque de souffrance derrière. La cinquième forme, c'est ce qu'on appelle storgé, enfin ce qu'on appelle, moi j'appelle pas, je suis pas une grecque ancienne, ce que les grecs anciens appelaient storgé, et storgé c'est l'affection familiale. Donc on est sur une forme d'amour totalement platonique évidemment, où finalement on est sur de l'affection naturelle, spontanée, des membres d'une même famille qui vont se soutenir dans les épreuves, etc. Et ce qui ressemble beaucoup à storgé, c'est philia, donc c'est la sixième forme. Philia, c'est l'amitié bienveillante. Donc c'est une attirance, c'est un affect, c'est un lien très très fort et profond avec quelqu'un qui ne fait pas partie de notre famille, mais où de la même manière que storgé, il n'y a pas d'intervention de désir physique. On est sur quelque chose de totalement platonique. Et c'est c'est la base de la construction des relations sociales et de l'amitié. Donc c'est vraiment ça, philia. 7, c'est ludus. Ludus comme ludique, en fait. On est sur l'amour léger, sur un petit peu le plaisir de la séduction, des choses légères, où il n'y a pas d'engagement, de choses comme ça. Donc ça, c'était le 7, ludus. 8, c'est pragma. Pragma, au contraire de ludus, mais ça peut coexister en fait, entre deux personnes. C'est la pragma, comme pragmatique, c'est l'amour durable et construit. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va, pour développer pragma, c'est sur le temps. On approfondit une relation, donc voilà, ça demande un petit peu de temps, de manière à ce et on ne sait qu'avec le temps, évidemment, si cette relation, elle va être durable dans le temps, comme son nom l'indique.
Donc on est voilà, sur le compromis, sur la patience, sur le respect des aspirations communes, sur la vraie construction d'un couple durable. 9, Philotia. Alors là, c'est très particulier, mais c'est aussi une forme d'amour qui est à la base de toutes les autres formes d'amour. Philotia, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire comment on se considère soi-même suffisamment, de manière suffisamment bonne, en fait, de manière suffisamment positive pour ne pas accepter d'être l'objet de quelqu'un, pour ne pas devenir l'objet de son propre désir non plus. C'est-à-dire que, en fait, Philotia, on est dans l'équilibre, on n'est pas dans le narcissisme non plus. Vous voyez, le narcissisme, ça voudrait dire s'aimer soi, mais au détriment d'autres personnes, ou même s'aimer soi et se perdre dans cet amour de soi. Non, non, Philotia, on est dans cet équilibre d'amour. Je m'aime suffisamment, je n'aime pas que moi, mais je m'aime suffisamment pour me respecter et faire en sorte que les autres respectent la personne que je suis. Donc ça, c'est Philotia. Et enfin, la 10e forme d'amour, c'est agapé. Et là, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, mais pas l'amour inconditionnel dans le sens l'amour inconditionnel, par exemple, qu'un père ou une mère nourrit pour ses enfants, mais plutôt un amour désintéressé, un amour universel pour l'humanité, pour le vivant, pour pour des choses comme ça. Donc finalement, agapé, on est sur voilà, quand on dit par exemple j'aime la nature ou j'aime les animaux ou les gens qui vont aider les autres, quel que soit l'autre en fait en question, ils sont en train de finalement de ressentir cette forme d'amour-là qui s'appelle agapé. Voilà, ça c'était les 10 formes d'amour. Et au-delà de ça, alors vous trouverez sur mon site internet, je vous mettrai le lien en fait en barre d'infos, j'ai écrit un article qui va évidemment approfondir ces 10 formes d'amour, mais aussi les questions que ça nous pose sur comment dire, par exemple Eros, il était considéré de manière assez négative par les Grecs. Donc pourquoi en fait il était considéré de manière négative, et puis aussi comment ces définitions grecques peuvent avoir un impact sur les amours ou l'amour moderne, hein, tel qu'on peut le vivre aujourd'hui avec les mutations de l'institution du mariage, avec les mutations et puis la fluidité en fait qu'on peut ressentir dans les liens qu'on nourrit avec les autres. Et puis vous trouverez à la fin de l'article l'outil dont je vous parlais au début de la vidéo. Alors faut le prendre comme un petit jeu, parce que c'est vrai que ce qu'on ressent pour quelqu'un, c'est jamais une seule forme d'amour. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses en même temps, et donc c'est un petit tableau qui va vous aider à qualifier un petit peu ce que vous ressentez pour une personne. Et puis si vous êtes vous êtes en train de créer une relation avec cette personne, voilà, de manière suffisamment approfondie quand même, ce qui peut être intéressant, c'est que cette personne remplisse elle-même ce tableau de son côté pour qualifier ce qu'elle ressent pour vous. Parce que là, vous allez pouvoir comparer. Alors en fait, ce qui n'arrivera quasiment jamais, c'est que les deux tableaux se recouvrent complètement. Ça veut dire que vous ressentez exactement la même chose pour la personne que la personne ressent pour vous. Bon, si c'est le cas, c'est super, hein, mais il y a quand même peu de chances que ça arrive, et c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que il n'y ait pas de recouvre. Vous voyez, sur les 10 formes, vous voyez, j'ai mes 10 doigts. Si on est comme ça, vous voyez bien que vous allez vous rejoindre sur 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 formes d'amour, et là, finalement, ça peut être intéressant. Mais si vous êtes complètement différent, si ce que vous ressentez, vous, pour cette personne est totalement différent de ce qu'elle ressent pour vous, peut-être que c'est pas le bon moment pour vous de continuer cette relation avec cette personne. C'est peut-être qu'une question de timing, hein, comme on dit, c'est peut-être pas le bon moment. Puis il y a aussi une évolution, en fait, dans la relation. Mais quand, par exemple, si la personne recherche essentiellement du porneia et du ludus comme type de relation, et que vous recherchez plutôt
je sais pas moi, pragma et puis je sais pas quel autre, voilà, quelque chose de durable, ben clairement, souvent ce qu'on se dit c'est ah ben je vais attendre, il ou elle va développer cette forme de relation avec le temps, etc. Souvent c'est pas le cas en fait. Souvent c'est pas le cas malheureusement. Donc ça veut dire que vous allez attendre pour rien et vous allez encore être déçu et vous allez encore être, enfin voilà, être en souffrance par rapport à cette relation. Et moi, il me semble que ça peut être bien d'essayer de voir si vous êtes vraiment sur, voilà, sur des longueurs d'onde compatibles, on va dire. Que vous soyez un couple, que vous soyez un trouble, que vous soyez ce que vous voulez, en fait, ça peu importe. Mais voilà, c'est important d'investir. Ouais, je sais pas si le mot investissement c'est pas très joli comme mot quand on parle d'amour, mais quand on se lance dans une relation, oui, si on y investit du temps, de l'énergie, etc. C'est pas pour avoir un retour sur investissement, on est d'accord, mais au moins c'est pour avoir du plaisir, être bien dans sa peau, éprouver du bonheur, du partage, etc. Parce que si ça se solde par des désillusions, des déceptions, de la souffrance, bah finalement ça entame notre capacité à aimer après. Donc ça, faut quand même faire un petit peu attention. Et souvent, on se berce d'illusions, surtout au début des relations, parce que voilà, on veut pas voir que l'autre n'est pas sur la même longueur que nous, parce qu'on espère toujours que l'autre change, mais ça n'arrive quasiment jamais. Donc, au lieu d'attendre que la personne change, bah, il vaut mieux aller vers des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier, on va dire, application du petit outil que je vous ai proposé. Et puis aussi, les relations, elles évoluent dans le temps. Par exemple, vous décidez de créer un couple avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé, mais mettons que vous décidez de créer un couple avec quelqu'un, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, puis au bout de 5 ans, 10 ans, etc., bah, la relation, elle a évolué. Et peut-être que vous ne cherchez plus dans les relations la même chose que votre partenaire. Et là, c'est pareil. Peut-être que ça vaut le coup d'en parler tous les deux. Et ce petit outil que je vous ai préparé, il peut être une base en fait de discussion. Ça peut entamer la discussion, une discussion qui peut être intéressante. Mais cette discussion, c'est pas parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde à un moment donné que ça doit forcément aboutir à une séparation. Peut-être que c'est un moment de votre couple et que, quelques mois, quelques années après, le couple va de nouveau être sur la même longueur d'onde et il n'y a pas forcément de raison de se séparer pour ça. Mais ça, vous le saurez uniquement en discutant l'un l'autre. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit outil vous sera utile. J'espère que cette vidéo aussi vous sera un petit peu utile. Et dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que ça, je le dis jamais. Voilà, abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce, un like, je sais pas comment vous le dites. Parce que ça va dire à l'algorithme de YouTube que finalement, ce que je fais, c'est pas si anodin que ça, et que ça peut être utile à certaines personnes. Voilà, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!